France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, votre émission sur France 24 et les chaînes parlementaires. Dans notre partie débat, nous reviendrons en détail sur les prétentions de Donald Trump concernant le Groenland qui crispe les Européens. Mais pour commencer, je vous propose de nous pencher sur l'état de notre économie, singulièrement de la zone euro qui vient d'accueillir un nouveau membre, la Bulgarie. Nous faisons le point sur les perspectives 2026 avec Valdis Dombrovskis. Bonjour, vous êtes le commissaire européen en charge de l'économie et de la productivité, ancien Premier ministre de Lettonie, du parti de droite qui correspond au PPE pour l'Union européenne. Alors, les plans de Trump sur le Groenland restent très flous. Faut-il remettre vite au vote du Parlement européen cet accord très déséquilibré de commerce qui implique 15% de droits de douane pour nous et 0% pour eux? Tout d'abord, il est positif que nous ayons réussi à replacer le dossier Groenland sur une base plus constructive. Le président Trump a donc supprimé en quelque sorte ses revendications à l'égard du Groenland, ainsi que ses menaces tarifaires à l'encontre de l'Union européenne. L'accent est désormais mis sur le renforcement de la sécurité dans la région arctique. Et les autorités danoises et groenlandaises, soutenues par l'Union européenne, ont indiqué qu'elles étaient disposées à en discuter. Le Parlement européen, lui, a suspendu les procédures concernant l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Le choix aujourd'hui est de l'accepter ou de poursuivre l'escalade commerciale. Nous avons évalué ces deux possibilités. Nous avons également observé l'expérience de la Chine, qui a opté pour cette escalade dans la guerre commerciale. Très vite, les droits de douane ont dépassé les 200% côté américain et côté chinois, ce qui était prohibitif. La Chine a fini par renoncer à l'escalade et a conclu un accord qui était, comme le nôtre, asymétrique, en acceptant des droits de douane de 36%. En analysant tout cela, en anticipant sur de possibles retombées économiques fortes, car les relations d'échange et d'investissement entre l'UE et les États-Unis sont les plus importantes au monde, nous avons accepté un accord, même asymétrique, qui permet d'assurer plus de clarté et de prévisibilité. Les États-Unis ont néanmoins 40% de richesse, donc de PIB, de plus que nous. Leur prévision de croissance est à 3%. La zone euro, elle, devrait progresser de 1,2% en 2026. C'est très timide comme croissance. Pourquoi toujours cet écart de croissance et de compétitivité? C'est vrai, l'UE est dépassée par plusieurs autres grandes économies. Certains chocs économiques expliquent cette situation à court terme, comme les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, ou la nécessité de réduire notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes. Mais en même temps, il y a aussi des facteurs structurels qui existent déjà depuis au moins 20 ans. La croissance de la productivité dans l'UE est plus lente que celle des autres grandes économies. C'est pourquoi l'une des premières initiatives de la Commission européenne a été la boussole de la compétitivité, qui présente tous les principaux facteurs affectant la compétitivité de l'UE afin de relancer la croissance économique dans l'Union. Mais Valdis Dombrovskis, vous êtes en charge dans la commission de la simplification précisément, et certains disent qu'elle rime trop souvent dans l'esprit de la commission qui est donc plutôt tendance Parti populaire européen, avec justement suppression des normes environnementales, voire dérégulation. En fait, la majorité des entreprises indiquent que le fardeau administratif excessif est l'un des obstacles à leur activité commerciale et à l'investissement en Europe. Et les PME indiquent qu'il s'agit même du problème numéro 1. Il est donc important que nous nous attaquions à cette charge administrative excessive. Par contre, nous avons été très clairs sur le fait que la simplification n'est pas synonyme de déréglementation. Nous n'abolissons pas nos normes sociales ou environnementales élevées. Nous ne supprimons pas nos objectifs européens en matière de pacte vert. Nous maintenons tout cela, mais nous nous concentrons sur la manière d'atteindre nos objectifs d'une manière plus simple et plus efficace.
Et nous nous sommes fixés pour objectif pendant ce mandat de réduire la charge administrative globale pour les entreprises de 25% et de 35% pour les PME. Monsieur Dombrovskis, votre Commission européenne a signé un accord commercial avec l'Inde qui abaisse les droits de douane sur de nombreux articles, bien sûr, de part et d'autre, qui d'ailleurs suscite beaucoup moins la colère que celui avec les pays du Mercosur, que vous allez peut-être décider d'appliquer, de mettre en œuvre par avance. Comment vous expliquez tout cela ? Nous constatons la prolifération des barrières douanières. Donc, il est important pour l'Union européenne de diversifier ses relations commerciales avec des partenaires fiables à travers le monde entier. Nous constatons que nous avons moins de prévisibilité de la part de l'administration Trump sur la politique commerciale et ses droits de douane. La Chine a toujours été un partenaire difficile. Le marché chinois est bien plus fermé pour les biens et les entreprises venues d'Europe que notre marché l'est vis-à-vis de la Chine. C'est pourquoi nous mettons à nouveau l'accent sur les accords commerciaux. L'Union européenne est une superpuissance commerciale. Nous avons réalisé une étude d'impact cumulé des différents accords commerciaux conclus par l'UE, y compris le Mercosur, sur le secteur agroalimentaire. La conclusion est que cet impact cumulé est en fait positif, non seulement en termes de volumes commerciaux, mais aussi en termes de balance commerciale. Notre secteur agroalimentaire affiche un excédent commercial. Pour le Mercosur, le contingent de bœuf sud-américain autorisé par exemple est nettement inférieur à nos niveaux actuels d'importation en provenance du Mercosur. En plus de cela, nous avons créé un mécanisme de sauvegarde renforcé qui nous permet de réagir rapidement en cas de turbulence sur le marché. Alors pour en savoir plus justement sur l'état de l'économie européenne, nous vous proposons maintenant de nous tourner vers la Bulgarie qui a adopté l'euro au 1er janvier dernier. Comment ce pays balkanique a-t-il vécu ce premier mois dans l'eurozone ? Nos reporters Elitsa Gadeva et Charlotte Prudhomme ont sillonné le pays pour y rencontrer les Bulgares avec de nouveaux billets et des pièces en poche. Janvier 2026, un mois historique pour les 6,4 millions de Bulgares. Deux monnaies, l'ancienne et la nouvelle, coexistent pendant 30 jours. En février, l'euro devient monnaie officielle. Devant la Banque nationale de Bulgarie, des files d'attente se forment. Les gens échangent leurs lèvres contre des euros. Certains sont là depuis l'aube. Je sais qu'il faut être patient, alors l'attente ne me dérange pas. Tout ira bien. Il y a beaucoup de monde devant moi et la file n'avance pas du tout. Nous voyageons beaucoup, mon mari surtout. Alors avoir une seule monnaie sera très pratique. La Bulgarie est le 21e pays à adopter la monnaie unique européenne sur les 27 États de l'Union. Le seul à utiliser l'alphabet cyrillique. Pour Maria Gabriel, ancienne vice-première ministre de Bulgarie et commissaire européenne, la nouvelle pièce en euros est la preuve que la fierté nationale et les valeurs européennes peuvent prospérer ensemble. Aujourd'hui, les symboles de l'histoire bulgare sont sur la monnaie des nouveaux euros, vont voyager à travers toute l'Europe. C'est un moyen pour la Bulgarie de faire connaître sa culture et son histoire. L'entrée dans l'eurozone pour la Bulgarie, cela signifie d'abord une reconnaissance pour les efforts du pays, une reconnaissance pour la Bulgarie qui est au cœur de l'Europe par les décisions qui vont être prises pour des politiques auxquelles elle n'a pas participé jusqu'ici au sens aussi actif. Une bonne nouvelle aussi pour le secteur du tourisme qui représente 8% du PIB bulgare en 2025. La plupart de nos clients sont étrangers. L'entrée dans la zone euro va sûrement beaucoup nous aider. Ça va simplifier les choses. Nos clients veulent souvent payer en euros et maintenant, ils peuvent le faire. L'adhésion à la zone euro a été un long parcours, mais la Bulgarie est parvenue à remplir les 4 critères de convergence exigés. La stabilité du taux de change était déjà actée, le LEF étant arrimé à l'euro depuis 1999. Le pays est dans les clous pour son déficit budgétaire, 3% du PIB en 2024, et sa dette très basse, 24% du PIB. Les taux d'intérêt à long terme ont été contenus, 4% sous le seuil de référence. En revanche, contrôler l'inflation a été la tâche la plus ardue selon cet économiste. Elle est considérée comme maîtrisée à 2,7% en moyenne en 2025.
À la suite des événements de 2022-2023, la guerre, les prix du pétrole, la hausse des prix de la main-d'œuvre et d'autres problèmes liés, la Bulgarie a connu une inflation très élevée, jusqu'à 17-18% sur certains mois en glissement annuel. Nous n'étions sur la bonne voie pour respecter ce critère qu'au début de l'année 2024. La Bulgarie reste cependant le pays le plus pauvre de l'Union européenne. En 2024, 22% des Bulgares vivaient sous le seuil de pauvreté, avec environ 390 € par mois. Beaucoup, dans les petites villes et les régions défavorisées, sont très attentifs au prix des produits de base. Trenda Filka est retraitée, elle touche une pension mensuelle de 327 €. Les poireaux ont l'air bien, on va rentrer pour voir les prix. 2 ou 3 mois avant l'entrée dans la zone euro, certains prix ont augmenté. Avec ma pension, c'est très dur. Mais je m'en sors grâce à la retraite de mon mari et avec l'aide de mes enfants. Certains commerçants ont profité de la transition économique pour augmenter les prix. Ce n'est pas le cas de Denitsa, gérante de cette épicerie. Mais elle doit faire face à de nombreux problèmes pratiques. En ce moment, tous les magasins, pas seulement le mien, sont devenus des bureaux de change gratuits. Ce ne sera plus le cas à partir de février, quand on ne pourra plus échanger des levas qu'à la Banque nationale, dans les banques et certains bureaux de poste. Mais des mythes sur la zone euro persistent, amplifiés par des médias sociaux biaisés. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les prix ont augmenté de 30% en France, en Allemagne et en Espagne quand ils sont entrés dans la zone euro. C'est ce qui va arriver en Bulgarie aussi. Mais beaucoup de gens sont manipulés parce qu'ils écoutent la télé. Pour moi, ça annonce rien de bon. Une perception pourtant bien éloignée de la réalité. Après l'entrée de ces pays dans la zone euro, l'inflation y était comprise entre 1 et 3% selon les données officielles. La Commission européenne s'engage à stabiliser l'inflation autour de 2% en Bulgarie, la moyenne européenne. La Bulgarie est au cœur de l'Union européenne. L'an dernier, nous avons rejoint l'espace Schengen et maintenant, c'est la zone euro. C'est un signal très fort que la Bulgarie envoie à l'Union européenne, car l'euro est une monnaie avec une forte attractivité, stable et puissante. À chaque nouvelle adhésion à l'eurozone, la force de l'euro augmente. La plupart des entrepreneurs accueillent favorablement ce changement. Selon la Banque centrale européenne, les petites et moyennes entreprises pourraient économiser environ 500 millions d'euros en frais de change. C'est le cas de Valentin Strekalovski, à la tête d'une usine de production de barres protéinées de 150 personnes. Il exporte 95% de sa production. La zone euro va nous offrir une formidable opportunité de nous développer encore et nous permettra d'économiser sur les frais bancaires et les taux de change, puisque nous aurons la même monnaie. Cette transition ne fait pas l'unanimité. Début 2025, 49% des Bulgares étaient opposés à l'euro, selon un sondage Eurobaromètre. L'ancien président Rumen Radev, perçu comme pro-russe, démissionnaire en 2026, estimait qu'un référendum sur l'euro aurait dû être organisé. C'est aussi un cheval de bataille pour le parti d'extrême droite bulgare Renaissance, en hausse dans les sondages. La Bulgarie avait assez de signatures pour organiser un référendum et décider ou non de l'entrée dans la zone euro, mais ça a été bloqué par nos dirigeants qui sont les marionnettes des bureaucrates de Bruxelles. Quand nous accéderons au pouvoir, nous ferons tout pour que la Bulgarie quitte la zone euro. En 2025, les réseaux sociaux pro-russes ont diffusé des campagnes de désinformation anti-zone euro. Les partis populistes et anti-OTAN espèrent tirer profit de ces campagnes pour des gains politiques, alors que des élections, les 8e en 5 ans, approchent. La coalition au pouvoir a démissionné mi-décembre, sous la pression de manifestations massives contre le budget et la corruption dans le pays. Jusqu'à 150 000 personnes sont descendues dans les rues. Laura Georgieva est avocate pour une fondation qui enquête et dénonce la corruption. La corruption est endémique chez nous. L'éducation est dans un état déplorable, tout comme le système de santé. Bien sûr, ils en sont victimes. Dans le gouvernement intérimaire actuel, le vice-ministre de l'économie estime que la zone euro pourrait aider à résoudre certains de ces problèmes.
Ces derniers mois, avant l'entrée dans la zone euro, beaucoup de gens ont apporté de grandes quantités de liquidités et ils ont dû prouver l'origine de cet argent pour le convertir en euros. La Bulgarie a envoyé son représentant siéger au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Elle devient codécisionnaire pour l'avenir de la zone euro. La politique monétaire bulgare sera soumise à un contrôle plus strict de la BCE, renforçant ainsi la régulation financière. Les Bulgares sont donc en droit d'espérer une plus grande transparence économique dans le futur. Valdis Dombrovskis, le passage de la Bulgarie à l'euro en 2026 sera-t-il synonyme de succès pour ce pays, la Bulgarie, le plus pauvre d'Europe, pour la zone euro? Avec cette adhésion, la zone euro recouvre 84% de l'économie de l'UE. Cela permet de renforcer l'eurozone et le rôle international de l'euro, car il projette également la confiance. Cela positionne l'euro comme monnaie ouverte avec un pouvoir d'attraction sur de nouveaux membres. Si l'on considère le passage à l'euro en Bulgarie, il est arrivé au bout d'un processus préparatoire long et maîtrisé. Les enquêtes montrent que la population a bien été sensibilisée aux questions clés, telles que la double circulation et le double affichage des prix. Et dans l'ensemble, l'impact de l'adhésion à la zone euro sur les prix reste très limité. En général, il se situe entre 0,1 à 0,3 points d'inflation supplémentaire à moyen terme. Il est plus que compensé par les économies de coûts que la Bulgarie réalisera grâce à la baisse des taux d'intérêt et des coûts de change, ainsi que par une meilleure transparence des prix. Merci à vous, Valdis Dombrovskis, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Tout de suite, c'est notre débat au Parlement européen qui porte sur les conséquences de l'affaire du Groenland. C'est tout de suite le débat. Bienvenue au Parlement européen de Bruxelles où l'on s'interroge plus que jamais sur l'attitude à tenir vis-à-vis de l'oncle Sam, ou on devrait dire d'ailleurs Daddy Trump. Certes, la tension est redescendue après l'inquiétante escalade du président américain sur le Groenland, mais l'épisode n'est peut-être pas clos tant le contenu du fameux accord conclu à Davos reste opaque. Il a laissé des traces. En tout cas, Emmanuel Macron a appelé à un réveil stratégique pour les 27 alors que la première ministre danoise pense qu'il faut une Europe capable de se défendre. Seulement au dernier conseil extraordinaire des chefs d'État convoqué le 22 janvier dernier, on a constaté des nuances sur cette question d'une défense européenne. Le secrétaire général de l'OTAN, lui, a mis en garde les Européens contre toute tentation de divorce. Écoutez. Si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne ou l'Europe dans son ensemble peut se défendre sans les États-Unis, continuez à rêver, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, nous avons besoin les uns des autres. Alors, jusqu'où devons-nous et pouvons-nous nous émanciper des États-Unis? Faut-il en particulier s'empresser de re-signer l'accord commercial déséquilibré avec l'administration de Donald Trump? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui 3 eurodéputés. Rasmus Nordqvist, bonjour. Vous êtes danois, vous siégez au sein du groupe des Verts ici au Parlement européen, très concerné forcément par la question. Avec nous aussi une Croate, Zeljana Zovko, du Parti populaire européen, le groupe majoritaire à droite de l'hémicycle. Donc vous êtes d'ailleurs négociatrice pour la fameuse question de cet accord commercial qui a été gelé au Parlement européen. Enfin avec nous Bernard Guetta, bonjour, eurodéputé français du groupe Renew. Bernard Guetta, après cette folle quinzaine de jours qui a vu l'Europe et son allié américain au bord de la rupture, quel bilan est-ce que vous tirez? Est-ce que vous diriez que plus rien ne sera jamais comme avant? Le bilan le plus certain, c'est que quand l'Europe montre ses muscles, qu'elle dit non à Donald Trump, à propos de la question de sa volonté d'annexer le Groenland. Ce président a reculé. Je vous rappelle qu'il avait commencé par « je n'exclus pas d'envoyer mes forces armées », puis il est passé « j'augmente mes droits de douane », puis il est passé à la demande d'ouverture d'une négociation, on ne sait pas très bien sur quoi d'ailleurs, mais d'une demande d'ouverture de négociation. Nous, entre-temps, nous avions envoyé des petits contingents, évidemment tout à fait symboliques,
de 2-3 hommes, une dizaine d'hommes, mais le message était parfaitement clair. Le message était cette terre groenlandaise, danoise, européenne, nous la défendrons comme une terre groenlandaise, danoise et européenne, et si vous nous imposiez, dans un coup de folie, si vous nous imposiez de la défendre par les armes, nous le ferions. Eh bien, Donald Trump a reçu le message. Madame Zovko, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est la fermeté, en effet, peut-être l'envoi des troupes, mais aussi, après tout, la menace d'utiliser le fameux bazooka commercial pour répondre aux droits de douane qui a marché, ou au contraire, le maintien du dialogue? Vous diriez quoi? J'étais à Groenland, ça fait 4 ans, avec la mission des comité des affaires étrangères. Nous étions à Copenhague et à Groenland. Nous étions très conscients des problèmes de la sécurité que Groenland un jour peut poser stratégiquement avec les facilités de défendre sa territoire, le territoire de l'Union européenne aussi et des États-Unis, avec les menaces que la Chine et la Russie posent là-bas, comme les Européens. Donc vous dites comme Donald Trump, c'est vrai qu'il y a une urgence Groenland. Il fallait utiliser plutôt les voies diplomatiques pour calmer et apaiser l'atmosphère. Le message était envoyé à Donald Trump, qu'on ne peut pas menacer. Il fallait s'engager plutôt un peu à huis clos. Avec Donald Trump qui tweet tous les 2 jours, c'est compliqué, même toutes les 2 heures. Le secrétaire général de l'OTAN, au final, on a un accord avec le président américain dont on ne sait pas grand-chose. Un accord verbal le 21 janvier à Davos, Rasmus Nordqvist. Votre gouvernement danois et puis les Groenlandais en sont-ils contents? Et savez-vous ce qu'il y a dedans? Je sais aussi peu que tout le monde d'autre que Rutte et bien peu d'autres. Non, mais je veux juste être très clair sur la question de sécurité et Groenland. Il y a un accord de 1951 entre le Danemark et les États-Unis. Oui. Il y a un accord sur la sécurité. Alors, toutes ces questions qu'il y a une difficulté de défendre le territoire, on a des accords. Alors, l'histoire qu'il a commencé, Donald Trump, a très peu à faire avec la sécurité. Et c'est pour cela que c'était très fort de l'Europe de montrer que oui, on est prêt. Les Français, les Allemands, les Néerlandais, Danois, d'aller défendre. Et ça, ce qu'on a fait avec très peu, c'était symboliquement. Et c'est ça ce qu'il a compris, c'est que nous, on est unis contre ce qu'il fait, lui. Vous êtes content des Européens, c'est bien. C'est à noter sur notre plateau. Il y en a un qui est content cette semaine des Européens. Il n'y en a pas un, il y en a 2. Il y en a 2. Emmanuel Macron dit qu'il faut davantage de défense et d'autonomie stratégique depuis des années maintenant. Mais quand le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a négocié justement avec Donald Trump, affirme que l'Europe ne peut rien faire sans les Américains, en tout cas ne peut pas faire de défense sans les Américains, c'est un peu vrai pour l'instant dans les faits. Mais dans l'instant, oui. Évidemment, nous n'avons pas de défense commune et nous n'en aurons pas avant au minimum 7 ans, 7-8 ans et plus probablement 10. Et plus probablement 10 parce qu'il faut une décennie pour constituer une défense, qu'elle soit commune ou pas commune d'ailleurs. Mais en l'occurrence, elle est commune et il faudra une décennie. Mais vous savez, Mark Rutte m'a beaucoup surpris. Pourquoi ? Parce qu'il dit « vous, les Européens », ou nous les Européens, d'ailleurs parce qu'il oublie un peu qu'il est européen lui-même. Enfin, il est néerlandais, ancien Premier ministre. Exactement. Voilà. Vous les Européens, vous ne pouvez rien sans les États-Unis. Ben oui, ce n'est pas faux, mais le problème, la situation réelle que M. Rutte devrait voir et dénoncer, c'est que les États-Unis ne veulent plus défendre l'Union européenne, ou en tout cas qu'ils font peser un énorme doute sur leur volonté de nous défendre et spécifiquement d'appliquer, si besoin était, l'article 5, c'est-à-dire l'ouverture du parapluie nucléaire américain. Et je ne comprends pas qu'on puisse dire vous les Européens, vous êtes fous de vouloir vous séparer des États-Unis.
aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui veulent se séparer de nous et pas nous qui voulons nous séparer des États-Unis. Justement, Svetlana Zovko, vous avez une position traditionnellement plutôt atlantiste, mais vous avez dû lire, comme beaucoup d'Européens, ces quelques lignes de la nouvelle stratégie de défense nationale américaine. Je cite, « Tandis que les forces américaines se concentrent sur la défense de leur territoire et de la région Indo-Pacifique, nos alliés et partenaires assumeront la responsabilité de leur propre défense avec un soutien essentiel mais plus limité de la part des forces américaines. » C'est l'annonce claire d'un désengagement. Oui, mais cette annonce était venue depuis Obama, ce n'est pas Donald Trump. Depuis Obama, cette direction était prise par les États-Unis et, comme j'ai dit avant, ils avaient les soucis sur notre compréhension qu'ils se désengagent d'Afrique du Nord, de tous les champs stratégiques que l'Union européenne a pensé qu'on aura la sécurité des États-Unis et nous n'étions pas d'accord sur notre défense commune. Il y avait un grand désaccord et même on ne peut pas nier les problèmes que les États-Unis font face aussi et qu'ils nous disent à notre aussi qu'ils nous disent. Vraiment, il faut être mature dans notre propre décision. Alors, regardons ce sondage publié justement par le Grand Continent qui a interrogé les Européens sur qui doit assumer la défense de l'Europe. Alors, seulement les Européens par eux-mêmes, 73%, avec les États-Unis, 22%. Vous, je le rappelle, au Danemark, vous étiez le pays le plus atlantiste et le plus otanien de l'Union européenne, avec le plus grand nombre de morts, d'ailleurs en Afghanistan, contrairement à ce qu'a affirmé le président Donald Trump. Et désormais, vous détestez ce président et vous voulez une défense autonome, a dit votre Première ministre ? C'est les conséquences du réalité aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas nous qui avons pris une autre décision, c'est les États-Unis qui a pris les décisions. Et là, maintenant, les conséquences, c'est vrai, c'est que l'Europe doit travailler vers une défense à nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas compter sur les États-Unis. Quand on a un président qui a quand même s'il n'a rien fait, il a dit qu'il ne voulait pas nier de prendre des forces contre une alliée. C'est quand même ce qu'il a dit. Je veux dire, il y a une conséquence de ça, et c'est que l'Europe doit, bien sûr, monter ses étapes et travailler sur une défense à nous-mêmes. Alors, quelle attitude adopter face à cet allié américain qui n'en est plus tout à fait un, Bernard Guetta? Regardons ce sondage sur aussi l'attitude souhaitée de l'Union européenne face au gouvernement américain. Opposition, 46%, compromis, 44%, et 10% des Européens seraient pour un alignement. La fermeté ou le dialogue dans cette confrontation aussi commerciale d'ailleurs sur les droits de douane, quelle est la bonne méthode, Bernard Guetta? Écoutez, la bonne méthode, c'est de dialoguer, mais de dialoguer très fermement. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi un dialogue devrait être, je ne sais pas, humiliant, mou. Non, bien sûr que c'est un dialogue, bien sûr qu'il faut dialoguer. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur un point soulevé ou rappelé par ma collègue Zovko à l'instant. Il est tout à fait vrai, vous avez tout à fait raison, de rappeler que les avertissements américains sur leur volonté de se retirer, ou en tout cas de s'éloigner du continent européen, datent non seulement d'Obama, mais en vérité de Bush, du petit Bush, pas le père, du petit Bush, c'est-à-dire de 25 ans. C'est-à-dire de 25 ans. Or, la totalité des Européens, pardonnez-moi de le dire, à l'exception de la France, n'ont pas voulu entendre cela. N'ont pas voulu entendre cela. Et maintenant, on arrive à Trump, qui, en vérité, se fiche complètement, contrairement à ses prédécesseurs, du sort de l'Europe. Et en vérité, il voudrait même, il aime tellement les Européens, l'Europe, qu'il préférerait qu'il y ait 27 Europes qu'une seule Europe, l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit
évidemment constituer une défense européenne, il y aura des bagarres, et il y en a déjà plein, sur l'avion de combat, le machin. Mais bien sûr qu'il y aura des bagarres incessantes, évidemment, et c'est inévitable. Ouais. On veut constituer une industrie pan-européenne de défense, évidemment que les intérêts divergent, naturellement. Mais on y arrivera parce que il faut y arriver. Alors parlons justement de la ratification de l'accord commercial qui a été conclu entre la Commission et les États-Unis et qui avait été suspendu pendant tout cet épisode groenlandais par le Parlement européen. Mais la majorité des chefs d'État européens plaident pour que cet accord soit ratifié par un vote des eurodéputés. Écoutons tout de suite le président du Conseil européen, M. Costa. Nous devons désormais nous concentrer sur la mise en œuvre de l'accord commercial. L'objectif reste la stabilisation effective des relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est pas un peu prématuré justement de vouloir renouer comme ça les liens? Trump peut encore changer d'avis, rien n'est définitif dans l'accord du Groenland qu'on ne connaît pas. Mais qu'est-ce qu'on veut ici à faire 45% de notre GDP vient d'export. Et si on interrompt les relations avec les États-Unis, si on met ça en risque, je pense que c'est très irresponsable envers les employeurs, envers les industries européennes. Si on veut que Bruxelles et l'Union européenne fonctionnent, on doit faire un export. On doit aider nos employeurs. On doit aider à la production de champagne, production des matériaux. Vous plaidez pour une normalisation, on l'a compris. Je crois que ce qui est important là maintenant, c'est qu'on reste un peu calme. Oui, la situation a été désamorcée, c'est ce qui est arrivé. Mais il n'y a que quelques jours que Trump a voulu mettre des tarifs en plus sur certains pays, qui a dit qu'il voulait acheter une pays. Je veux dire, c'est un territoire, c'est un pays qui appartient à son peuple. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter comme une maison de campagne. Alors là, il faut rester calme et pas aller tout de suite à signer un accord. Il faut rester calme, avoir un dialogue, bien sûr, ouvert, mais aussi rester très ferme et 27 côté l'un de l'autre parce que c'est la seule chose qu'ils comprennent. Donc pas d'accord commercial la semaine prochaine au Parlement européen, votez tout de suite. Et pour non, on va discuter sur la négociation. Moi, je suis rapporteur, je suis pour ça, mon groupe PPE est pour ça et j'espère qu'on va trouver la voie de raison dans ce Parlement pour séparer les négociations des accords commerciaux et séparer des sujets de sécurité qu'on voit maintenant qui se négocient en Danemark. C'est l'a mélangé. Non, mais pas nous. Non, c'est pas nous. C'est pas le Parlement européen qu'il faut faire ça. Vous avez eu la position de Conseil et on suit aussi la voie de raison pour nos emplois, pour nos employeurs, donc pour notre industrie. Vous dites on vote vite ce texte? Je pense qu'il n'y a aucune raison de se précipiter, de se ruer. Je suis absolument partisan, rassurez-vous, de signer, que le Parlement ratifie l'accord qui a été passé entre les États-Unis et l'Union européenne cet été. Il faut le faire, mais il faut le faire à la condition que les États-Unis le veuillent. Vous rappeliez des chiffres tout à l'heure absolument exacts sur l'importance du commerce transatlantique. Mais ce commerce transatlantique, il est tout aussi important pour les États-Unis que pour nous. Et ce ne sont pas les Européens, jamais, qui ont ébranlé la force de ce commerce transatlantique. C'est le président Trump. Alors, à lui de calmer un peu le jeu. Oui. Merci à vous. Merci. On va continuer à parler beaucoup de ce sujet, je sens, dans les semaines qui viennent. Merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes.